On va maintenant passer aux délibérations financières, donc avec en premier donc ce qu'on appelle les admissions en non-valeur. Alors vous savez que notre comptable nous expose qu'à partir d'un certain moment, et en dépit des efforts qu'il fait, il ne peut recouvrer un certain nombre de titres. Donc il nous demande tout simplement de les admettre en non-valeur. Au titre du budget principal, donc vous avez les listes, donc pour une première liste pour un montant de 771,53 €, pour un deuxième montant de 2541,10 et pour un troisième, enfin, de 2871,47. Donc ce sont des états qui datent bien évidemment d'août 2013, mais qui concernent bien des créances qui, entre guillemets, ont été, ou les titres de recettes qui ont été émis depuis de nombreuses années et qui ne trouvent plus, enfin n'ont plus de possibilité d'être payés parce que les détenteurs en sont soit plus solvables ou ont complètement quitté le territoire sans laisser d'adresse, et ainsi de suite. Donc c'est une délibération que nous prenons chaque année pour régulariser, si on peut dire, les comptes de gestion. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Nous allons passer donc au corps de notre conseil municipal de ce jour, à savoir le débat d'orientation budgétaire. Et donc le débat d'orientation budgétaire, vous êtes présenté, enfin je vais vous le présenter donc en lieu et place de Geneviève Gosselin, et cela en plusieurs temps. Dans un premier temps, donc une analyse rétrospective, pour vous dire un peu, mais vous le savez déjà, puisqu'on l'avait déjà examiné, ce sont les documents du compte administratif. Moi, je vous renvoie, c'est vrai que le compte administratif, il est très large, très épais par rapport à ces annexes, mais vous avez un document qui est le rapport de présentation du compte administratif, qui dit tout sur les comptes de la commune, et les annexes, qui sont, elles, conséquentes, donc vous donnent le détail. Donc, tout simplement, et vous le voyez au vu de la diapositive qui vous est présentée, que l'ensemble de nos dépenses de fonctionnement, c'est marqué dans le compte administratif, c'est pas marqué là, mais ça représente 52 467 925 €. 52 487 000, c'est le chiffre qu'il faut à peu près retenir pour le quiz des finances municipales, composé majoritairement, je dis bien majoritairement, de charges de personnel. Alors, les dépenses de personnel, donc, est assimilée, donc elle représente 57,26% du compte administratif 2012, donc elle représente, enfin, au compte administratif 2012 des dépenses de fonctionnement. Bon, pourquoi? Parce que nous avons, nous, bon nombre de services en régie directe. Je prendrai notamment le cas, on a parlé de la 4e fleur et de la fleur d'or, mais nos jardiniers sont des services, font partie des services municipaux. On n'est pas passé par une entreprise de prestations extérieures. D'ailleurs, on peut faire un calcul en ce qui concerne donc, notamment la production de fleurs, on avait calculé d'une certaine façon que c'était beaucoup plus avantageux pour la collectivité d'en avoir la maîtrise technique à travers la régie et à travers le service embellissement. Donc nous avons beaucoup de choses en régie, donc ce qui explique tout à fait normalement et naturellement que nos charges, nos dépenses de personnel soient élevées. Ces dépenses, donc les dépenses de fonctionnement, en règle générale, elles sont peu flexibles ou elles sont rigides, ça dépend comment vous prenez les choses, parce que leur évolution dépend d'un certain nombre de décisions, qui sont des décisions nationales et d'effets mécaniques de croissance de la masse salariale, qui va d'ailleurs nous impacter en 2014 par des indices de revalorisation des cotisations, notamment retraite, autant qu'il m'en souvient, la CNRACL, la Caisse nationale des agents ou de retraite des collectivités locales, et la revalorisation de la catégorie C également. Donc ce sont des décisions nationales qui impactent sur l'évolution de ces dépenses. Nous avons néanmoins engagé un gel des recrutements externes et une réorganisation des services, donc, qui ont été confrontés à des départs en retraite et qui a permis de maîtriser donc, la masse salariale. Donc, à titre d'exemple, donc, le gel des recrutements externes donc, a permis de favoriser la mobilité interne, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont évolué à l'intérieur de la collectivité. Ainsi, donc, sur 41 départs et demi dans la collectivité, on parle dans l'équivalent temps plein bien évidemment, il y a eu 7,5 postes qui ont été non remplacés,
cas de création. Donc nous avons d'une certaine façon économisé, j'aime pas trop le terme économisé, mais nous avons néanmoins 3,5 postes en moins. Pourquoi? Parce qu'en général, on s'aperçoit qu'en faisant un travail approfondi sur la réorganisation des services, on peut arriver comme ça à de la mutualisation et profiter des départs en retraite pour lancer à la fois des projets de service, et moi je pense que c'est une très très bonne démarche que ces projets de service, qui permet de repositionner les missions que doit assumer le service et les moyens dont il doit être doté pour assurer ces missions. Donc ça permet de rebalayer le périmètre et d'affecter donc les moyens correspondants. Si on refait un bilan aussi de la masse salariale, on s'aperçoit que 17 postes ont été remplacés par des mouvements internes, donc c'est bien, ça favorise la mobilité à l'intérieur de la collectivité. Nous avons eu recours à 12 recrutements externes, parce qu'il y a toujours des compétences qu'on n'avait pas, et l'évolution des missions des collectivités nécessite qu'on s'adjoigne des compétences externes. Nous avons également contribué à la déprécarisation d'agents qui étaient sur des situations de contrat à temps limité. Et puis nous avons encore des dossiers en cours. À titre d'information, donc nous avons entre 2008 et 2012 permis de titulariser donc 59 agents qui n'étaient pas titulaires. Donc il y a eu aussi des plans nationaux qui ont été mis en place pour favoriser l'intégration dans la fonction publique des personnes qui étaient en contrat à durée déterminée, puis en contrat à durée indéterminée, avec l'organisation d'un certain nombre de concours internes. Donc nous nous sommes, je vais dire, complètement impliqués dans cette démarche. Entre 2007 et 2011, donc les dépenses de personnel ont assez peu augmenté, donc elles ont augmenté de 0,3% par an, alors que la moyenne des autres collectivités était de 1,6%. Ce qui n'a pas été le cas les années suivantes, puisqu'en 2007 et 2012, donc ces dépenses de personnel ont augmenté donc, en moyenne de 0,85% par an à Cherbourg-Octeville, toujours en deçà, bien évidemment, de la moyenne nationale. En ce qui concerne la partie donc, du budget de fonctionnement, en ce qui concerne les subventions, donc au-delà du personnel, entre 2007 et 2011, donc, les subventions sont restées stables, tandis, et ça c'est important, que les dépenses de fonctionnement des services, elles, ont diminué de 1,7% en moyenne par an, alors que sur la même période, elles augmentaient de plus 1,2% par an dans les autres collectivités. Ce qui veut dire que les services ont fait des efforts considérables de rationalisation de leur méthode de fonctionnement pour arriver donc à économiser le moindre euro et se situer maintenant largement en dessous des ratios qui sont produits par les autres collectivités. Si on regarde maintenant du côté recettes, donc je disais que le chiffre en termes de dépenses était de 52 467 000, les recettes, elles se sont élevées à 60 965 867 euros. Quand on constate que ces recettes, eh bien, il y a deux blocs. D'un côté, deux pôles, 90,71% des recettes sont constituées par deux pôles. Premièrement, la fiscalité, qu'elle soit directe ou indirecte, et puis deuxièmement, bien évidemment, les dotations qui sont en provenance de l'État principalement. Et il faut savoir que depuis les réformes successives de la taxe professionnelle, eh bien, le levier fiscal, ce qu'on appelle le levier fiscal, la capacité de pouvoir lever l'impôt, eh bien, a énormément diminué, principalement pour les régions, mais aussi, bien évidemment, pour les régions et les départements, mais aussi pour les communes. La part des dotations, donc, ce qui est important de ce fait, dotation d'État, est devenue supérieure à la part de la fiscalité. Et d'ailleurs, certains s'étaient même un peu inquiétés de la libre administration des collectivités, à partir du moment où la moitié du budget de fonctionnement en recettes d'une collectivité vient de dotation d'État, et que les marges de manœuvre d'autonomie des collectivités sont réduites, donc on peut se poser véritablement un certain nombre de questions. Autre élément important, c'est l'évolution comparée de l'encours de la dette. La dette, donc, vous voyez le graphisme, donc, il est marqué 2014, mais c'est la projection au 31/12/2013 et par définition au 1er janvier 2014. Donc cette dette sera de 17,1 millions d'euros. Ce qui veut dire, en clair, quand on fait une analyse par rapport à la moyenne par habitant, parce que je crois que c'est ce qui est intéressant, donc la dette par habitant, donc c'est la diapositive
suivante, où on peut revenir. Vous voyez que la dette, elle a évolué, mais on est plutôt, si on revient sur la diapositive précédente, si vous pouvez, c'est juste, voilà. Donc vous voyez l'évolution de la dette depuis 1998, mais ça correspond aussi à des périodes où on a fortement investi, et puis il y a des périodes où on avait aussi des opportunités en matière de capacité d'autofinancement. L'objectif, c'est bien de maîtriser cette dette. Alors si on repart sur la diapositive suivante, on verra que la dette est complètement maîtrisée, puisque cette dette par habitant, elle était de 475 € au 1er janvier 2013, contre 1153 en moyenne, donc au 1er janvier 2012, pour les communes de même strate démographique. Mais ce qui est intéressant, bien évidemment, dans la dette, c'est la capacité à pouvoir rembourser. Et cette capacité de désendettement à la fin 2012, elle est calculée donc en fonction de notre possibilité à rembourser, 2,3 ans, alors que la moyenne des communes est de 6,5 ans. Enfin, donc, grâce aux efforts de gestion qui ont été réalisés depuis plusieurs années, donc, la ville a pu maintenir, et ça c'est important, un niveau d'investissement élevé entre 10 et 12 millions d'euros par an, bien évidemment, tout en maîtrisant l'encours de la dette. On verra que sur 2014, le niveau d'investissement est beaucoup plus élevé, mais on aura l'occasion d'expliquer. Alors, si maintenant on regarde un peu, on fait un peu de prospective, et on se dit, ben, qu'est-ce qui nous attend pour 2014 ? Alors, pour 2014, il y a un point important, c'est bien évidemment les dispositions du projet de loi de finances. Alors, ce projet de loi de finances, en principe, il est adopté en décembre. Hein, c'est toujours à l'arrache qu'il est fait, avec un certain nombre. Donc, on en connaît déjà un certain nombre d'éléments. Bien évidemment, ils sont connus. Après, il y a des déclinaisons très pratiques, qui ont parfois des incidences mineures, mais qui ne remettent pas en cause, bien évidemment, les orientations budgétaires. L'objectif, eh bien, c'est l'objectif de la réduction du déficit public à 3% du produit intérieur brut. C'est une grande cause nationale, hein, on en parle suffisamment dans les médias. Bien évidemment, les collectivités locales sont invitées à participer à cet effort de redressement des comptes publics, hein, qu'on se le dise. Cela va se traduire par ce qu'on appelle la diminution de l'enveloppe normée, c'est-à-dire des concours de l'État aux collectivités locales, à la fois en 2014 et aussi en 2015, avec un effort qui est demandé aux collectivités de 1,5 milliard d'euros dans le cadre de ce que le gouvernement a appelé le pacte de confiance et de solidarité. Les conséquences pour le budget 2014 de la ville de Cherbourg-Octeville, c'est bien évidemment une diminution de la dotation globale de fonctionnement, diminution de 4,20%. Je crois qu'il y avait un débat d'orientation budgétaire à la communauté urbaine, donc on pourra comparer par rapport aux chiffres. Ce qui veut dire, et c'est marqué dans le document et dans la délibération que vous avez, donc une diminution de 550 000 € en ce qui concerne la dotation globale de fonctionnement pour la ville. On va avoir, par contre, une augmentation de la dotation de solidarité urbaine, qui est de 4 640 000 €, pour lequel on a une augmentation de 2,75%, mais je parle là sous le contrôle de Liliane Loisel. Je veux dire, si on a la dotation de solidarité urbaine, c'est parce qu'on répond aux critères de la solidarité urbaine, c'est-à-dire une population plutôt précarisée, avec un niveau de revenus faible, donc peu contributif. Et à ce titre, bien évidemment, cette dotation de solidarité urbaine, et on en a la délibération en conseil municipal, elle est affectée à un certain nombre d'opérations qui visent à revitaliser, à redynamiser à la fois les quartiers et les populations qui habitent. Autre élément qui va impacter, et cette fois-ci aussi sur le plan positif, notre budget 2014, pardon, excusez-moi, je vais trop vite. Une diminution, donc là, ça va l'impacter de façon négative, une diminution des allocations compensatrices de la fiscalité, hein, hors allocation sur la taxe d'habitation, qui, elle, devrait augmenter légèrement. Donc, en règle générale, les dotations, les allocations compensatrices sont utilisées un peu comme variable d'ajustement de l'État envers les collectivités, et d'année en année, on ne peut que constater leur baisse. La diminution escomptée pour l'année 2014 sera de 160 000 €, ce qui fait au total
donc des diminutions de l'intervention de l'État au profit de la ville de Cherbourg-Octeville à hauteur de 710 000 € pour l'année 2014. Enfin, élément cette fois-ci, ce que je le disais tout à l'heure, positif, à savoir la montée en puissance du fonds de péréquation intercommunale et communale, ce qu'on appelle communément la péréquation horizontale, qui va passer, elle, de 360 à 570 millions d'euros au niveau national, donc c'est plus 58%, et je crois que cette croissance et ce doublement de cette péréquation horizontale doit se poursuivre jusqu'en 2016, donc voilà. Et ça a un impact fort, vous le savez, dans le Cotentin, où il y a des disparités en matière de ressources fiscales. Les orientations budgétaires telles qu'elles vous sont proposées pour l'année 2014, elles concernent bien évidemment, et ça fait partie de nos marqueurs, la maîtrise des dépenses de fonctionnement, avec une augmentation des charges de personnel donc, qui serait contenue à 2%, notamment du fait de l'augmentation d'un certain nombre de cotisations. Il est proposé également donc, une stabilité des subventions, même s'il y a toujours un certain nombre d'ajustements, mais l'enveloppe globale des subventions serait grosso modo stable. D'autre part, on va constater aussi, et ça c'est un des points positifs, une diminution des frais financiers qui est due à un encours de la dette qui a diminué en 2013. On aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure par rapport aux investissements. Donc, première orientation, c'est bien la maîtrise des dépenses de fonctionnement. La deuxième orientation, c'est la stabilité des taux de la fiscalité locale. Vous savez que la fiscalité locale, elle est le fruit de la multiplication d'une base par un taux voté par la municipalité. La base, elle est estimée par les services fiscaux et elle est automatiquement revalorisée. Donc, en règle générale, elle est revalorisée en fonction des indices de l'inflation. C'est le projet de loi de finances dont je parlais tout à l'heure qui sera adopté donc, à la fin du mois de décembre, qui va fixer ce taux de revalorisation. Il va se situer pour l'année 2014 autour de 1%. Donc, remarque, et elle a son importance, donc, en ce qui concerne les taux, donc, ces taux seront reconduits donc, en 2014 sur la même base de ce qu'ils étaient en 2003. De 2003 à 2014, les taux, je dis bien les taux, votés donc, par le conseil municipal sont restés identiques, même s'il y a eu techniquement des évolutions, puisqu'on a eu la fusion entre Cherbourg-Octeville, et la fusion à Cherbourg-Octeville sur 12 ans a conduit à une harmonisation de l'ancien taux de Cherbourg et de l'ancien taux d'Octeville, ce qui fait que les Cherbourgeois ont plutôt vu leur taux diminuer et les Octevillais augmenter, pour converger vers un taux unique qui est maintenant stabilisé depuis 2 ans ou 3 ans. 2 ans. 2 ans. Dernier point, et on en a déjà eu, comment dirais-je, un avant-goût avec la délibération qu'a présentée Michel Louiset sur les tarifs portuaires. Donc c'est une augmentation de nos tarifs municipaux, comme nous le faisons chaque année, de 2%. Je vous propose maintenant de passer en revue donc, nos investissements 2014. Les investissements de 2014 vont être conséquents. Alors, ils vont être conséquents, et je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'il y a un certain nombre d'opérations qui sont engagées et qui vont se terminer en 2014. Ça sera notamment le centre culturel, pour lequel nous projetons une dépense d'investissement de 5 760 000. Ça va être également le café du théâtre, pour un peu plus de 2 millions. Ça va être la salle de gymnastique Allée pour 1 700 000. Et puis également, donc, ça va être les opérations de renouvellement urbain pour 978 000 €. Enfin, en ce qui concerne l'attractivité du centre-ville et la passerelle en question, nous projetons pour l'instant de mettre 907 000 €, 923 plus exactement. Toujours des interventions sur le patrimoine, et là on s'aperçoit que les investissements se traduisent par une diminution des charges de fonctionnement, puisque ces investissements portent essentiellement sur l'amélioration de la performance énergétique de nos bâtiments, pour lequel nous prévoyons 700 000 € d'investissement. Nous avons constaté aussi un certain nombre de désordres dans notre patrimoine sportif, donc nous allons y remédier à travers le gymnase et le stade Tesson,
pour 385 000 €. Et puis nous continuons, comme chaque année, les travaux dans les écoles pour 220 000 €. Et enfin, donc, les opérations d'accessibilité handicapée. On est bien dans la projection de la déclinaison de la loi 2015, où il faudra mettre en accessibilité handicapée nos bâtiments publics. Ce qui fait quand même un sous-total de 12 823 923 €, auquel vient s'ajouter ce qu'on appelle les investissements incompressibles, c'est-à-dire ces opérations ordinaires de renouvellement du matériel pour les services municipaux et pour les travaux qui sont effectués en régie, à hauteur de 3 592 849 €, ce qui fait un total de dépenses d'équipement, d'investissement, de 16 416 772 000 €. Alors, vous allez vous poser la question légitimement, mais comment va-t-on financer tout cela? Eh bien, on va financer tout cela de plusieurs façons. La première, c'est le fonds de compensation de la TVA qui nous est reversé à l'année N-2 quand nous faisons N+2 quand nous faisons un investissement. C'est-à-dire quand nous faisons un investissement, nous payons TTC et l'État, au bout de 2 ans, nous rembourse, alors pas la totalité, sur les 18... 15 et quelques. Ouais, enfin, j'en étais à 16, moi, mais 16,0 ou 16,4, etc. Donc, ceci va alimenter à nouveau les investissements des années suivantes. Donc, nous avons un fonds de compensation de TVA qui est estimé à 1 462 527 €. Nous avons pour l'instant des subventions d'investissement qui nous ont été notifiées, et ça c'est important, le terme notifié, très faible dans l'immédiat, 126 625. Et puis ensuite, bien évidemment, c'est le recours à l'emprunt. Alors vous allez constater ou dire, c'est pas possible, la ville de Cherbourg-Octeville a un encours de dette de 17 millions d'euros et en 2014, vous allez emprunter 13,5 millions pratiquement. Alors oui, mais pourquoi ? Parce que c'est un chiffre comptable et nous ne pouvons bien évidemment inscrire en recette que ce qui est effectif. Alors on en a repris l'exemple de l'année, enfin oui, on peut continuer, il y a en plus les travaux pour compte de tiers, donc ça ce sont des opérations donc, et des mouvements d'ordre et des recettes qui sont liées donc, aux amortissements et aux excédents de fonctionnement. Vous savez que les collectivités locales sont contraintes d'amortir, c'est une très bonne chose, puisque les amortissements sont faits en comptabilité privée notamment pour renouveler le matériel. Et là, depuis que nous amortissons, donc, nous réaffectons à la section d'investissement les dotations aux amortissements qui viennent gréver d'une certaine façon le budget de fonctionnement, mais c'est fait pour ça. Auxquels viennent s'ajouter donc nos excédents de fonctionnement. Donc nous avons bien évidemment des recettes d'ordre. Donc de tout cela, il nous faudra quand même emprunter, on l'a dit, pour équilibrer notre budget d'investissement. Alors à titre d'exemple, c'est ça qui est intéressant, au titre de l'année 2012, nous avions au budget primitif, nous avions inscrit un peu plus de 8 millions d'euros d'emprunt, mais en réalité, on n'en a mobilisé que 1,6. Alors pourquoi on n'en a mobilisé que 1,6 ? Tout simplement parce que les subventions d'investissement, elles sont généralement notifiées en cours d'année. Lydia nous le disait, mais sur le théâtre, par exemple, nous avons 70% de subventions extérieures. Donc c'est quand même extrêmement conséquent, mais ces subventions, elles sont notifiées au fur et à mesure de l'avancement des travaux, etc. Donc on ne peut pas, bien évidemment, toutes les mentionner. D'autre part, donc, on constate aussi qu'on a toujours une gestion très prudentielle, c'est-à-dire que l'autofinancement est toujours en réalité supérieur, tel qu'on le constate, au compte administratif, car les recettes sont toujours inscrites avec prudence. On a toujours tendance un peu à minorer nos recettes parce qu'on ne veut pas avoir de mauvaises surprises. Donc, on se rend compte, quand on vote le compte administratif, donc au mois de juin, qu'en réalité, on a un autofinancement qui est supérieur à ce que nous avions prévu. Et puis d'autre part, certaines recettes exceptionnelles sont encaissées alors qu'il n'était pas possible, parce que ce sont des recettes exceptionnelles, ça peut être les ventes des produits du domaine, notamment de les prévoir au budget prévisionnel. D'autre part, en plus, on a eu une bonne surprise en 2012, on a eu des recettes de fonctionnement qui ont été non prévues, donc on a eu un, je ne sais pas si c'est un contentieux, c'est le terme un peu fort, mais on a eu une discussion, c'est que la fiscalité locale est extrêmement complexe. En général, les grands groupes, on le sait d'une certaine façon, essayent d'optimiser leurs dépenses fiscales. À un moment donné, donc, il y a toujours un dialogue qui s'engage pour essayer d'y voir un peu clair dans les différents bordereaux de recettes qui nous sont remis, notamment des produits versés par ces grands groupes. C'est le cas notamment aussi du département, avec un grand groupe que je n'ai bien connu sur la place, que je ne nommerai pas.
D'autre part, donc, il est évident que si en recette, on est toujours extrêmement prudent, qu'on a tendance à minorer. Donc le budget étant voté en décembre, aussi ce qui est important, c'est que le résultat de l'année N-1 n'est affecté qu'en juin et vient diminuer au budget supplémentaire, donc les emprunts qui avaient été inscrits au budget primitif. Par exemple, au budget supplémentaire 2012, il y a un peu plus de 4 700 000 qui ont été retirés, donc suite à l'affectation du résultat de l'année 2011. Donc on a parfois de bons résultats, et ça c'est le fruit de la bonne gestion, qui nous permettent bien de ne pas mobiliser les emprunts. Voilà donc ce que je voulais vous dire. Donc grosso modo sur l'investissement, on a des opérations qui sont des opérations lourdes, qui vont se terminer en 2014, qui ont été engagées, qui vont nécessiter bien évidemment des financements. Pour l'instant, ces financements, on va les inscrire dans le budget sous forme d'emprunt, mais rassurez-vous, la totalité des emprunts qui seront prévus ne seront pas mobilisés parce que nous avons donc des recettes qui vont arriver, à savoir la notification des subventions, un autofinancement qui sera bon et un résultat d'exercice également. Voilà ce que je voulais dire en orientation budgétaire. Je vous laisse les uns et les autres la possibilité de pouvoir en débattre. Qui demande la parole? Christian Catherine. Tu as appuyé, Christian? Non. Voilà, c'est bon. Voilà. Je vois qu'avec ma voix, il n'y a pas besoin de... Mais bon. Oui, donc, Monsieur le maire, Mesdames, Messieurs les élus, chers collègues, je voudrais, au nom des élus communistes, dire quelques mots concernant le désarroi, l'incompréhension et parfois la colère qui dominent parmi les populations que nous côtoyons, et dans cette flambée de mécontentement sur fond de crise, de misère sociale, de suppression d'emplois, de fermeture d'entreprises, nous avons rarement vu un tel niveau de démobilisation parmi les citoyens les plus proches de la gauche. L'extrême droite, mais aussi une partie de la droite, attise sans honte cette colère et surfe sur les peurs, les inquiétudes, oubliant un peu vite que c'est sa politique de soumission au libéralisme économique qui nous conduit là où nous sommes aujourd'hui. Il nous faut malheureusement faire le constat que le gouvernement actuel n'a pas rompu avec cette politique, et ce qui fait qu'il soit confronté à la fronde sociale que nous observons. Nous subissons la politique de la droite antérieure de Nicolas Sarkozy. C'est également dans ce contexte que l'on voit fleurir le rejet des autres, la haine, le racisme. D'ailleurs, ce soir, un rassemblement est prévu pour combattre les idées d'extrême droite. Je vous invite d'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent, à vous y rendre. La gauche ne doit pas faiblir à mener le combat afin de combattre ces idées extrémistes qui font le lit du Front National. Tout comme la gauche doit reprendre de toute urgence son discours sur le changement. Comme moi, vous l'avez entendu, même le FMI et certains à Bruxelles commencent à le dire, trop d'austérité peut compromettre le redémarrage de l'économie et la création d'emplois. Alors pourquoi persister à mettre le cap sur l'austérité au niveau national? Ce chemin n'est pas celui qui nous sortira de la crise, comme on feint de le croire dans certains ministères, et notamment par la voix d'une personne qu'on connaît bien, d'un ministre que l'on connaît bien ici à Cherbourg-Octeville et que personnellement j'estime beaucoup. Localement, ce sont certains Français qui n'ont jamais payé d'impôts, et vous pouvez en être témoin, qui en payent pour la première fois ou qui les ont vus augmenter fortement et qui voient leur pouvoir d'achat baisser fortement. Sachons que certains d'entre eux ne resteront pas sensibles, malheureusement, au discours démagogique sur la fronde fiscale. Attention, la période est propice à cela. Dans le même temps, les 500 plus fortunés de France se sont enrichis de 25% en un an. Ce sont d'ailleurs les dires d'un certain hebdomadaire qui s'appelle Challenge. Je m'en arrêterai là concernant le national, car il y aurait beaucoup de choses à dire. Heureusement, et je dis bien heureusement,
localement, nous n'avons pas suivi cette politique, que ce soit sous l'ère de Nicolas Sarkozy ou sous l'ère aujourd'hui de François Hollande. Tout au contraire, nous avons et approuvons la volonté forte de la municipalité, de sa majorité, de maintenir en régie directe les activités de celle-ci. Une déprécarisation d'importance et sans précédent. Une stabilisation des subventions aux associations et d'avoir maintenu un taux faible au niveau de l'endettement, malgré les pertes de recettes DGF d'importance et qui ne vont pas s'arrêter. Pas de hausse de la fiscalité depuis 11 ans. Il nous semblait important, en ces temps difficiles, de rappeler certaines choses et de dire que nous sommes bien entendu solidaires de ce que l'on nous présente ce soir dans le cadre de ces débats d'orientation budgétaire. Et si j'osais, mais je vais oser, et avec un peu d'humour et sans provocation aucune, je dirais que Cherbourg-Octeville, ses élus de la majorité sont vraiment à gauche et fiers de l'être. D'autres interventions, monsieur Huette? Quatre questions sur le projet. La première question, c'est une question de vocabulaire. Je voudrais savoir si ce que l'on appelle aujourd'hui l'objectif de réduction de déficit public correspond bien à ce qu'on appelait il y a quelque temps le désengagement de l'État. Oui. C'est une question de vocabulaire que j'aimerais préciser, enfin que j'aimerais qu'on me précise. Oui. La question suivante, c'est l'augmentation du DSU. Veut-elle dire que la ville de Cherbourg-Octeville est de plus en plus pauvre? Oui. La quatrième question, c'est sur... J'en suis la deuxième. La troisième. Oui, la troisième. Oui, tout à fait. Oui, la troisième. Oui. La troisième question, c'est sur la passerelle. Vous l'avez intitulée « Attractivité du centre-ville ». Est-on sûr que cette passerelle va apporter une attractivité supplémentaire à ce que l'on appelle aujourd'hui le centre-ville? Est-on sûr que ce n'est pas l'inverse qui va se mettre en place, c'est-à-dire une attractivité du centre commercial? Il faut bien qu'il existe, mais je ne suis pas sûr que cette passerelle rende vraiment service aux commerçants du centre-ville. Et la dernière question, qui est plus peut-être drôle, c'est simplement pour essayer de me expliquer ce que c'est qu'un parc de glisse urbaine. Merci. Ah. Vous pouvez demander à Jacques Toubon. Je vais vous dire pourquoi après tout à l'heure. Voilà. En ce qui concerne comment dirais-je, les questions de vocabulaire, quand on parle de désengagement de l'État, il y avait deux choses. Il y avait sans doute la diminution des dotations, mais il y avait surtout d'une façon larvée le fait de transférer aux collectivités des compétences sans qu'il y ait les moyens. Voilà, on a senti au cours des années, et on peut le dire de façon très large, hein, quels que soient d'ailleurs les gouvernements, hein, à une certaine époque où, de façon insidieuse, l'État nous confiait, si on peut dire, des missions. On l'a vu, je pense que sur un point, je ne vais pas dire de bêtises, mais notamment sur les passeports. On nous a dit, ben voilà, à un moment donné, c'est plus à l'État de faire ça, c'est toujours à l'État d'en assumer le contrôle, mais c'est à vous, collectivités, à travers les points de proximité, de faire ça. Mais il n'y a pas eu, à mon avis, peut-être des subventions en équipement, mais je n'ai pas cru comprendre qu'il y avait eu une dotation spécifique de la part de l'État. Donc c'est ce qu'on appelle aussi des engagements de l'État. Nous, on préfère avoir un dialogue franc avec l'État sur la répartition des compétences et sur les moyens. Je ne conteste pas la nécessité, je dirais peut-être tout à l'heure en conclusion, de contribuer, comment dirais-je, au redressement des comptes publics. C'est une œuvre de salut public. Nous, en ce qui concerne Cherbourg-Octeville, notre volonté, c'est aussi de développer le territoire. C'est développer le territoire et d'investir sur à la fois l'attractivité, on en reparlera tout à l'heure, de notre ville, pour y attirer des investisseurs, et puis pour s'engager avec d'autres collectivités dans le développement de pistes économiques qui vont générer de la valeur ajoutée, qui généreront à terme des contributions. Et c'est vrai que pour l'instant, personne n'a fait des estimations de ce que pourront apporter, parce qu'il faut être très prudent, les énergies marines renouvelables, mais quand on voit que les investissements se feront à la fois sur la ville de Cherbourg et sur Tour-la-Ville, sur la ville de Cherbourg-Octeville et sur Tour-la-Ville, avec des permis de construire
construire, qui vont être déposés dans les mois prochains pour des réalisations, donc des investissements immobiliers qui vont être conséquents sur le plan industriel et qui vont générer de la recette. Et ça, c'est notre rôle de collectivité locale, d'être dans des actions de développement par rapport à des pistes économiques. Quand nous allons investir sur le port de Plaisance, nous investissons aussi dans les activités économiques. Et bien évidemment, nous le faisons avec aussi le souci d'être, c'est pour ça que je vais arriver au deuxième point, nous le faisons avec le souci d'être, je dirais, en relation étroite et avec les populations les plus fragiles et celles qui habitent dans les quartiers que l'on qualifie de quartiers sensibles, qui pour nous, et il y a eu une très belle exposition d'ailleurs qui s'est déroulée à la salle des fêtes d'un quartier à l'autre, qui montre peut-être que les quartiers qu'on a appelés à un moment donné prioritaires sont sans doute le laboratoire d'une nouvelle façon d'inventer et de vivre la ville. Moi, je vous avais terminé cette exposition, mais si vous avez pu vous découvrir comment, en fin de compte, il se passe énormément de choses dans ces quartiers. C'est-à-dire qu'on a une capacité de pouvoir à la fois agir, et ça, c'est les politiques de contrats urbains de cohésion sociale sur une multitude de leviers de façon concomitante, que ce soit l'éducation, que ce soit la culture, que ce soit l'accès à la santé, que ce soit l'insertion professionnelle, la formation, la relation entre les habitants, leur implication. Et je sais que Véronique Pinabel, qui travaille à travers une association qui s'appelle l'îlot des échanges, pourrait nous en dire beaucoup sur cette sphère. Mais on est en train d'inventer une nouvelle politique, qui est une politique globale en direction des habitants, et je pense qu'on a intérêt à s'enrichir de la politique de la ville. Alors sur le DSU, est-ce que ça veut dire qu'on soit en voie de paupérisation? Non. Elle est distribuée plus justement, c'est-à-dire que les critères ont évolué. Il faudrait qu'on ait d'ailleurs la batterie des nouveaux critères pour vous la communiquer, mais on en est plus bénéficiaire parce que les critères ont évolué. Alors, sur la question de la passerelle, non, c'est tout le contraire. C'est-à-dire qu'on a toujours dit, le centre commercial des ELI, c'est une locomotive. Et dans une locomotive, derrière une locomotive, il y a des wagons. Et les wagons, c'est la galerie marchande ouverte du centre-ville qui a un haut niveau de qualité, un haut niveau d'attractivité. Et bien, entre la locomotive et les wagons, il faut qu'il y ait un crochet. Et le crochet, ça sera la passerelle. C'est ce qui va permettre d'arrimer le centre commercial des Éléis avec son parking au centre-ville. L'objectif avec le centre commercial des Éléis, c'est de faire revenir en centre-ville une population qui ne venait plus. Et quand vous voyez la fréquentation, notamment de la population jeune en centre-ville, elle vient parce qu'il y a des marques qui sont des marques qui attirent les jeunes générations. Ils viennent aux Éléis et puis ensuite, eh bien, ils vont poursuivre leurs achats en centre-ville, d'où l'importance de chapitres, je le disais tout à l'heure, d'où l'importance aussi de points de consommation et d'animation qui intéressent et qui attirent aussi les jeunes. Donc la passerelle, elle va avoir pour objectif de relier les deux rives de ce bassin du commerce et permettre la meilleure liaison entre les deux, en sachant que c'est le produit d'appel, c'est bien évidemment le centre commercial des Élis. Enfin, pour le parc de glisse urbaine, c'est la francisation, loi tout bon oblige, de ce qu'on appelait communément un skatepark. Donc, après, on peut être pour la défense de la langue française, mais parc de glisse urbaine, après tout, c'est poétique. Yvan. L'Assemblée générale des conseils de quartier faisait état du manque d'investissement des jeunes dans les projets municipaux. Et justement, ce projet-là a été discuté avec les jeunes, établi avec eux. Et là où Renaudie avait par exemple prévu des choses en granit, les jeunes ont dit non, surtout pas, on veut du béton. Donc pour glisser comme il faut. Donc voilà, en travaillant comme ça, on peut aussi faire des économies et aller dans le bon sens. Et associer les jeunes. C'est plus cher. Bon. Sans faire un débat sur les parcs de glisse urbaine, je laisse la parole à Jean Lagarde. Oui, pour avoir une appréciation attention glissade. Du mouvement des citoyens sur le budget de la ville et puis sur ce qui nous est proposé comme orientation pour 2014. Alors, c'est vrai qu'on peut regretter, je dirais, la ponction excessive sur les dotations d'État.
Ça a été regretté par le mouvement au niveau national. C'est vrai qu'on peut le reprendre. C'est vrai aussi que toutes les associations d'élus, j'en prends pour preuve le dernier congrès des maires de France ainsi que l'Assemblée générale des communautés urbaines de France, ont souligné, et des grandes villes d'ailleurs, ont souligné que bon, on participe à l'effort d'endressement des comptes publics, et c'est très bien. Oui. D'ailleurs, c'est un combat qu'il faut mener cette année et l'année prochaine. Mais il semble que les ponctions sont excessives parce que ce n'est pas seulement les dotations qui sont touchées. On s'aperçoit aussi que par moment, l'État a tendance aussi à revisiter, je dirais par exemple, l'ex-taxe professionnelle, la CFE, en mettant des strates différentes, qui fait que certaines collectivités vont voir aussi leurs ressources de taxe professionnelle diminuer. Donc on dit attention. Attention, il faut faire un effort, mais il ne faut pas non plus, comme le disait Delbar, le président des communautés urbaines de France, piquer dans la caisse des collectivités locales. De trop. Alors, on participe, c'est bien. Et ce qui est important, comme le soulignait d'ailleurs Toteur tout à l'heure, on s'aperçoit aussi qu'en face, il y a une gestion de la ville qui est très sérieuse, qui a anticipé les difficultés que nous allons rencontrer cette année, l'année prochaine, et peut-être, si la croissance n'apparaît pas dans 2-3 ans, dans les années qui viennent. On voit bien qu'il y a des marges de manœuvre qui ont été faites. Bon, on parle d'1,7 million, 1,3 million de ressources de fonctionnement. Ce sera sûrement, comme on dit, avec la méthode prudentielle, peut-être un peu plus. On voit bien qu'on a un matelas. On voit bien qu'au niveau de l'endettement, l'encours de la dette de la ville de Cherbourg, elle est de 2 à 3 fois moindre que dans les autres collectivités de même strate, ce qui montre bien qu'il n'y a pas d'endettement de la ville, tout au moins que c'est très bien maîtrisé. Donc on s'aperçoit que la ville de Cherbourg est en capacité à affronter les 2 ans qui viennent. Et les orientations qui sont données en plus au niveau des investissements de l'ordre de 12 millions d'euros, voire plus, c'est quand même quelque chose d'important si on y ajoute tous les investissements qui vont être faits par la communauté urbaine aussi pour redynamiser le centre-ville. Et il y a encore d'autres projets à venir. Donc je pense qu'on peut voir l'avenir avec optimisme. Il ne faut pas être morose. C'est des luttes qu'il faut mener dans le sérieux qui caractérise la ville de Cherbourg. Et je suis en plein accord avec les orientations qui sont proposées pour 2014. Voilà ce que je tenais à dire ce soir. Merci. Madame Chambin. En parlant du redynamisme de la ville, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais moi je fais les magasins, il y a quand même 10 magasins, 10 petites PME qui vont fermer entre décembre et janvier. On met cessation d'activité sur leur vitrine, mais c'est des gens qui partent parce qu'ils n'ont pas du tout trouvé quelqu'un pour les remplacer. Alors si vous appelez ça un dynamisme de ville, 10 magasins qui ferment, Bambou qui est dans la galerie, part sur Auchan début 2014. Alors, il construit. Attention aux informations que vous donnez, parce que moi, je ne souhaite pas que la presse, vous m'excuserez, reprenne des informations qui ne sont pas validées. Donc, parler du dynamisme quand il y a 10 boutiques qui ferment dans le centre-ville, on n'est pas Paris. Voilà. Bon, je veux dire, moi je suis conscient qu'il peut y avoir des difficultés, mais d'abord, il faut, de façon objective, essayer d'analyser les difficultés. Moi j'ai entendu dire aussi que c'est vrai qu'il y avait parfois des difficultés de reprise d'activité, parce qu'il y a un certain nombre de baux, de loyers, qui sont à l'heure actuelle peut-être un peu trop élevés sur Cherbourg. Donc voilà, et ça, c'est pas la ville, ça ne dépend pas de la ville. On a un dialogue constructif. On a mis en place un outil qui s'appelle l'Office du commerce et de l'artisanat, qui fonctionne très très bien, et qui nous permet d'avoir un dialogue avec la Chambre de commerce et avec l'ensemble des unions commerciales, mais aussi, bien évidemment, la Chambre des métiers. Et à ce titre, on progresse. On progresse. Nous, en ce qui concerne le commerce, d'une certaine façon, on a également essayé d'analyser par rapport aux commerces qui sont actuellement vacants, la façon soit de les reconvertir à partir du moment où il n'y a plus de commercialité, ou la façon de pouvoir les réaffecter à un usage commercial. Mais c'est très complexe parce que ça demande notamment un dialogue avec les propriétaires, bailleurs en règle générale, et c'est un sujet donc sur lequel il faut être très prudent tant qu'aux annonces. Vous savez, dans les
dans les stratégies commerciales, il y a parfois la stratégie de la rumeur. D'ailleurs, il n'y a pas que dans le commerce, hein, la stratégie de la rumeur. Mais la stratégie commerciale, elle consiste à faire courir des bruits pour essayer de déstabiliser l'adversaire. Donc moi, j'ai entendu beaucoup de noms d'enseignes qui se sont implantés aux Éléis et qui devaient partir dans la semaine suivante. Je constate que ces enseignes, elles sont là parce qu'elles croient en Cherbourg-Octeville, elles croient aux Éléis, même si à un moment donné, sur ce que vous citez, elles pouvaient se sentir un peu seules dans son implantation et dans sa localisation, ce qui n'est plus le cas. Allez faire un tour et vous verrez le dynamisme qu'il y a depuis, on va parler clairement, depuis le retour de Jouet Club. Le retour de Jouet Club en cœur d'agglomération ici aux Éléis, c'est un signe positif. C'est un signe positif. Autant le départ avait été interprété, peut-être à juste titre, hein, comme un signe de désespérance, et bien au contraire, le retour montre que voilà, il y a des enseignes dynamiques qui croient au cœur d'agglomération que représentent les Éléis et qui eux aussi, à l'intérieur de la locomotive, eh bien, sont d'une certaine façon les pistons qui poussent hein, à ce qu'il y ait une dynamique collective. Voilà ce que je voulais dire. Jean Lagarde, pour conclure. Par rapport au dynamisme, quand j'entends le dynamisme, il n'y a pas que le dynamisme commercial, même si les magasins sont quand même des choses qui dynamisent la ville. Mais je voulais aussi parler surtout des entreprises et toute l'activité économique et tout l'investissement qui a été fait par les élus pour attirer sur notre territoire les EMR, hydroliennes, etc. C'est ça le dynamisme d'une collectivité. C'est pas seulement des magasins, des épiciers et des marchands de fringues, c'est aussi autre chose. C'est beaucoup plus puissant. Et je crois que c'est ce qui est aussi à souligner, c'est que dans cette collectivité, les élus sont pris en charge et créent les conditions pour que demain, justement, nous puissions affronter les difficultés qui sont devant nous. Je pense que c'est tout positif. Merci Jean. C'est vrai que... Mais ça, ce sont les lois de décentralisation, en règle générale. Hein. On l'a vu, les élus, grâce aux lois de décentralisation, sont devenus à la fois des aménageurs et des développeurs. Voilà. Monsieur Huette. Oui, simplement pour, si j'ai bien compris, mon diagnostic sur la passerelle est totalement erroné. L'avenir nous le dira. La seule chose que je pourrais peut-être apporter comme complément sur ce projet-là, c'est n'oubliez pas de la couvrir, la passerelle. Parce que le chaland qui va venir aux Éléis, garer sa voiture à l'abri, faire ses courses en galerie, tout de façon très confortable, il faut quand même qu'il y ait une sérieuse dose de prise de risque de partir ensuite pour traverser le bassin du commerce sous la pluie, puisque de temps en temps, il pleut à Cherbourg, vous savez. C'est pas une mauvaise idée. Voilà, en tout cas, l'avenir nous dira celui ou celle qui peuvent avoir raison sur ce projet-là, mais personnellement, l'orientation budgétaire ne nous convient pas. Et donc, rendez-vous au 20 décembre. Merci. Voilà, je me renseignais auprès de mes amis anglicistes à côté qui me disaient que non, je ne pense pas qu'on fera du kitesurf avec les parapluies en traversant la passerelle de Cherbourg, ou alors ça serait de quoi inspirer un nouveau Jacques Demy. Je vous remercie donc pour ce débat constructif, pour les prises de position des uns et on ne vote pas le débat d'orientation budgétaire. Le débat d'orientation budgétaire est un débat qui permet une respiration démocratique et qui permet d'échanger nos points de vue, même si nous ne sommes pas toujours d'accord. Mais je pense que nous sommes tous d'accord pour converger, pour développer notre cité.